Lance et Compte révolutionne le téléroman. Un rythme rapide, de l'action, mais surtout des personnages qui sont prêts à tout pour réussir. Le jeune et fougueux Pierre Lambert incarne les ambitions du Québec moderne. Avec lui, l'expression « né pour un petit pain » est bel et bien révolue. Avec ses belles bagnoles, ses belles maisons, ses manteaux de fourrure, Lance et Compte faisait pour la première fois sauter le tabou de l'argent. Il aura fallu 34 ans de téléromans pour en arriver là. Selon ce tabou, l'argent et le sexe étaient les deux pièges les mieux tendus par Satan pour nous faire sombrer dans le péché, la corruption, la vanité, les mondanités. Il fallait donc fuir le succès, restreindre ses ambitions, s'en confesser, préférer la pauvreté, la misère et voir ça comme des cadeaux du ciel pour mieux éprouver notre foi. Bref, on partait de très loin. En 1955, Radio-Canada, qui n'a que 3 ans d'existence, présente Cap aux sorciers. Cap aux sorciers. Un spectacle de folklore et une dramatisation de légendes du terroir évoquée par un vieux loup de mer, le capitaine Aubert. Il était entouré de jeunes, ses petits-enfants, les amis de ses petites filles, et c'était l'homme qui les réunissait pour danser, pour chanter. Ça a commencé comme ça. Qui s'en souvient pas seulement parce que c'était Cap aux sorciers, mais tellement entré dans le folklore. C'est dans le mois de mai, en montant la rivière, c'est dans le mois de mai que les filles sont belles. C'est ça. Oh, qu'il me sera doux, tout de vivre avec elle. Gilles Pelletier n'a alors que 25 ans, mais son personnage de chef navigateur ne tarde pas à s'imposer par sa stature et sa force de caractère. Va pour le brandy. Il faut dire que le comédien a le physique de l'emploi. J'étais encore un jeune homme, je jouais un homme, un vieillard en fait. Et avant de faire de la comédie d'ailleurs, j'avais décidé d'être un marin. Mais on m'a souvent distribué des rôles de marin. Et je me souviens, un comédien qui s'appelait Adrien Villandré m'avait dit « Maudit que t'as de gueule de marin ». Un jour, il m'avait dit ça. Bon, et à cette heure, on joue, on roule, on danse? Oui, oui, oui. Hein? Danser? Faut espérer que les hommes rentrent de la pêche. Ah, comptez, papa. Oui, le conte. Et lequel? Le cordonnier et la fileuse. Oui, oui, oui. Mais c'est un conte qui est d'ouvrage. Papa. Cap aux sorciers connaît un tel succès que Radio-Canada s'empresse de proposer à l'auteur Guy Dufresne d'en faire un véritable téléroman. C'est devenu téléroman tout de suite après quelques mois. C'est beau, tu faux, ben faux. De ce côté-là, il n'y a pas de goélette sur le fleuve pour la côté. Dès septembre 1956, Cap aux sorciers, bien qu'entièrement réalisé en studio, apporte dans les foyers québécois l'air marin de Charlevoix, mais aussi les ambitieux projets du capitaine Aubert. Ça a été très très fort, surtout dans le bas du fleuve. C'était un homme qui était capitaine, donc il y avait une goélette sur le fleuve, un homme d'autorité, un gagnant et un homme, un charisme extraordinaire. Oui, capitaine Aubert. En 1955, alors que l'industrie manufacturière québécoise est encore largement dominée par les capitaux anglais et américains, le capitaine Aubert personnifie les nouvelles aspirations du Québec contemporain. Son projet? Moderniser la flotte marine de Charlevoix pour assurer le transport du minerai entre les nouvelles villes minières de la Côte-Nord et Québec.
l'expression, appartenait à la société québécoise d'avant la Révolution tranquille. C'était d'une popularité extraordinaire parce que déjà des choses changeaient. Puisqu'il était catholiquement dangereux de faire de l'argent, il valait mieux laisser ça aux protestants, canadiens, anglais, américains. C'est ainsi que Maurice Duplessis a accordé toutes sortes de permis d'exploitation des ressources naturelles, les mines, les forêts, l'hydroélectricité. Ça frôlait sans cesse le scandale. Les jeunes intellectuels, comme l'était Guy Dufresne, n'étaient pas insensibles au retard économique que prenait de cette manière le Canada français. Il a donc, à travers le capitaine Aubert, stimulé un désir latent chez bien des gens, celui de l'entrepreneurship. Vous tombez dans une paroisse de petits navigateurs qui construisent eux-mêmes leurs bâtiments de bois. Profitez-en donc, embauchez donc 10 goulettes de 400 tonnes qui vont vous choyer votre ciment meilleur qu'en... Alors que plusieurs extraits sont présentés à l'exposition internationale de Bruxelles, Cap aux sorciers stimule la fierté des Québécois qui commencent à s'ouvrir au monde. Une fierté qui habitera longtemps les dirigeants de la télévision d'État. Je me souviens d'un colloque qui avait lieu en Europe avec tous les directeurs des services d'émissions dramatiques des télévisions européennes. J'étais la seule nord-américaine. Et puis le succès, évidemment, de nos téléromans les épatait beaucoup. La réussite de Cap aux sorciers doit beaucoup à la force des personnages et à la qualité des images de la série, mais aussi à la grande connivence qui animait les premiers artisans de notre télévision. Dans Cap aux sorciers, Dufresne était un ami. Je servais un ami auteur, parce que notre métier, il prend sa dignité, je pense, quand on sert. Et quand on sert le public, évidemment, mais on sert d'abord un auteur. Dufresne était un ami, et quand Paul Blouin, très grand réalisateur, est arrivé dans ça, l'espèce de connivence entre les acteurs, le réalisateur et l'auteur, c'était extraordinaire. Ça, c'est des expériences extraordinaires, de travailler dans cette espèce de communion. En 1972, Guy Dufresne signe Les Forges de Saint-Maurice. Cette fois, l'auteur de Cap aux sorciers évoque l'esprit d'entreprise qui animait les colons de la Nouvelle-France en mettant en scène un personnage historique. C'est un envoyé du roi qui était chargé d'instaurer et de faire fonctionner des forges, une fonderie à Trois-Rivières. Ça se passait au milieu du 18e siècle. Réalisé par Louis Bédard, Les Forges de Saint-Maurice, qui font revivre l'établissement de la première industrie métallurgique au Canada, est alors la plus grosse production de l'histoire de la télévision. Radio-Canada met tout en œuvre pour en assurer le succès. Je me suis beaucoup investi là-dedans. Et c'est normal. Ça a été pour moi une période très excitante, ça, Les Forges de Saint-Maurice. Parce que c'était un texte très écrit, hein? C'était très construit, c'était exigeant parce qu'il fallait dire le texte tel qu'il était écrit, il y avait des longs monologues. Alors c'était un travail quotidien. Moi je me souviens très bien que j'étais tous les jours dans mon texte, mais j'aimais ça beaucoup. Écoutez-moi bien. Prenez garde, monsieur de Vézin. Nous allons, vous et moi, faire un effort honnête pour que cette entreprise des forges, Monsieur de Vézin, à laquelle j'ai consacré tant d'argent et tant de cœur, tourne bien. Querelles, rivalité entre ouvriers et trafiquants, mutinerie et même faillite frauduleuse. L'établissement de la fonderie ne fait pas l'affaire de tout le monde. Et M. de Vézin, le maître des forges, joué par Pascal Rollin, doit diriger l'entreprise d'une poigne de fer. D'y mettre avec moi tout ce que vous avez de tête et de cœur. vous êtes battu. J'achève de me faufiler ici de nuit comme un cambrioleur. Si je vous répugne à ce point-là. Tant que la grande maison des forges n'était pas habitable. Allez-vous me relâcher? C'était un homme qui était obligé de faire affaire avec des gens qui n'étaient pas toujours très disciplinés. Alors il y avait de l'autorité. Il tenait à se faire écouter, il voulait qu'on fasse ce qu'il voulait. Alors il y avait des employés, il y avait un petit village autour, alors il était très occupé avec toutes sortes d'histoires terribles qui arrivaient. Qu'est-ce qui arrive? Je vous le demande! Qu'est-ce qui a pu les trouver ainsi? Que personne ne bouge! Que chacun reste en place! En 1972, alors que l'État encourage comme jamais le démarrage de nouvelles entreprises, l'histoire des Forges de Saint-Maurice s'inscrit dans l'ère du temps. En pleine révolution
révolution tranquille. Les Québécois se donnaient enfin, pour la première fois, les moyens d'avoir de l'ambition. Le gouvernement est persuadé que la nationalisation de l'électricité est une grande et fructueuse affaire. La nationalisation de l'électricité dans les années 60 va beaucoup se centrer en Mauricie, juste au nord de Trois-Rivières, avec l'achat de la Shawinigan Water and Power, l'entreprise énergétique la plus puissante de l'époque. Ça va donner l'impulsion économique qu'on connaît. Quelques années plus tard, Guy Dufresne situait l'action de son nouveau téléroman Les Forges du Saint-Maurice exactement au même endroit. Et avec une histoire qu'il considérait être la première véritable entreprise économique locale au Canada français 200 ans auparavant. L'auteur Guy Dufresne, qui est décédé en 1993, était passionné par la petite et la grande histoire du Québec. Ces personnages, des gagnants avant l'heure, en font désormais partie. Ou les grands événements de votre vie, il existe un endroit où vous trouverez toujours quelqu'un pour vous aider à assurer votre sécurité financière et celle de vos proches. Cet endroit, c'est une caisse Desjardins. Venez rencontrer un spécialiste et découvrez toute la quiétude que vous offre l'assurance vie Desjardins Laurentienne. Votre assurance vivre. Tout le monde aime la Cavalier parce qu'elle est bien équipée pour le prix. Un seul chemin peut vous mener vers une aventure au château Poudlard en Angleterre. Recherchez la pièce de jeu à l'intérieur des emballages spécialement identifiés de Coca-Cola classique et de Coke Diet et vous pourriez gagner. Collectionnez aussi les 4 pièces de jeu assemblées. À seulement 299 $ par mois, notez que le nouveau Windstar LX 2002 a tout ce qu'il faut pour vous rendre heureux. Venez vite en profiter chez vos concessionnaires Ford. Combattre les signes du vieillissement, oui, mais en les ciblant. Voici le nouveau Revitalift de L'Oréal, avec la technologie des nanosomes de Proretinol A et Parilastyle. Visez juste. Avec son action encore plus ciblée, le nouveau Revitalift agit directement sur l'épiderme. Revitalift réduit l'apparence des rides et renforce l'élasticité. Sa formule hydratante rend la peau visiblement plus lisse, plus ferme. Visez juste et combattez les signes du vieillissement. Nouvelle technologie des nanosomes de Revitalift, seulement de L'Oréal Paris. Parce que je le vaux bien. Savoura. Le goût prend le dessus. Si tu aimes le poisson, frappe des mains. Si tu aimes le poisson, crie oula, oula. Si tu aimes le poisson, si tu aimes le poisson. Évadez-vous en cavalier. Partez sans payer. Alors, parce que Sylvie fait des bêtises, je suis responsable. Et parce que toi tu risques d'en faire, je suis responsable. Mais alors je suis responsable de tout. Mais allez-y, tapez tant que vous pouvez, j'ai des reins solides. En 1970, TVA met à l'antenne Les Bergers, l'histoire d'une famille modeste qui trime dur pour améliorer son sort. C'était une femme de courage exceptionnel parce qu'en somme, c'était elle qui conduisait la maison. Parce que Guy Berger, son mari, était un homme quand même assez mou. Même si elle menait à bien la barque, jamais elle ne faisait sentir que c'était elle. Donc pour moi, c'était une femme exceptionnelle de ce temps-là.
Mariette Berger, incarnée par Rita Bibot, a de l'énergie à revendre et de l'ambition pour deux. Grâce à ses encouragements aussi subtils qu'assidus, son mari, interprété par Yvan Ducharme, va finir par réussir en affaires. Et c'est elle qui poussait toujours son Guy, qui avait commencé comme vendeur de balayeuses électriques. On a fini par avoir un disco, on a eu un restaurant, on a eu une agence de voyage. Et c'était, évidemment, elle l'épaulait toujours, elle travaillait toujours au disco. Bon. Et elle le poussait toujours, c'était toujours la femme qui approuvait, qui disait « Oui, vas-y, Guy ». Au cours de la décennie 70, le développement rapide du Québec stimule non seulement l'économie, mais aussi l'imagination populaire. Alors que les Simard, Bellado, Desmarais, Bombardier font la preuve que les Québécois peuvent faire leur place en affaires, de nombreux téléspectateurs s'identifient à la quête des bergers. On s'est tellement attaché au personnage que ce personnage-là, pour les auteurs, c'était difficile à placer. Et ils avaient raison un petit peu maintenant, je peux le dire. Parce que même si je jouais autre chose, on m'appelait toujours « Madame Berger, vous avez joué dans telle émission ». En 1971, l'auteur Marcel Cabé, qui signait alors Les Bergers sous le pseudonyme de Marcel Marin, remporte le trophée Méritas pour la meilleure série télévisée. La même année, Rita Bibot est élue Miss Radio-Télévision. Il faut dire que jamais aucune émission n'avait rejoint un aussi grand nombre de téléspectateurs, 1 600 000. Mais je crois que Marcel écrivait bien et écrivait surtout pour que ce soit intéressant pour les gens. Alors c'était quelque chose de spécial. On est arrivé à la bonne époque. Mais la vie des bergers est chamboulée lorsque leur fille Ginette, interprétée par Claudine Châtel, s'avise d'unir sa destinée au fils de son patron, Léon-Joseph Beaulieu, un homme d'affaires riche, retors et imbu de lui-même. Ils s'aimaient, mais combien il fallait qu'ils s'aiment pour passer à travers ça. D'abord, ils avaient le snobisme des beaux-parents de notre fille. Et Guy se sentait tellement en dessous de tout ça. Signe des temps, certains critiques reprochent alors à Marcel Cabé de perpétuer nos complexes et d'encourager la lutte des classes en donnant toutes les qualités aux familles ouvrières et en jetant tous les vices sur les bourgeois. Durant une vingtaine d'années, l'ambition va prendre une allure ambiguë. Il devenait légitime de vouloir faire de l'argent pour se sortir de sa misère, comme Mariette le voulait dans Les Bergers, afin d'offrir des études aux enfants ou assurer une meilleure vie aux vieux parents, etc. De faire fortune demeurait le lot de gens détestables et cruels comme le père Beaulieu. Donc, faire de l'argent, soit, mais pas trop, et surtout trouver une bonne excuse. Décidément, on se comprendra jamais. Et j'en suis désolé, croyez-le bien. Ces témoins de l'époque, parce que je ne suis pas certain que Les Bergers, aujourd'hui, auraient le succès que ça a eu. Ça a été presque la décennie. Ça a commencé en 70, puis ça s'est terminé en 78. Alors, les gens qui vont voir ces émissions vont se rendre compte de ce que c'était à l'époque. Parce que je crois que Les Bergers, c'était vraiment la famille de l'époque. En 1985, avec l'or du temps, les téléspectateurs de TVA pénètrent pour de bon dans le monde de la haute finance, alors que l'auteur Réal Giguère leur fait découvrir les dessous des entreprises de Bré. Au départ, c'est des êtres malheureux, des êtres qui ne s'acceptent pas, qui sont très, très jaloux de l'un et de l'autre, si bien qu'ils trament toutes sortes de choses pour essayer de parvenir à leur fin. C'est moi le patron. Et que mes enfants retirent 250 000 $ pour transiger avec des punks, je veux le savoir. Philippe Debré, joué par Jean Coutu, a 2 enfants.
l'ambitieuse Sophie, jouée par Angèle Coutu, et le fragile toxicomane Charles, joué par Guy Godin. De multiples intrigues, aussi scabreuses les unes que les autres, ne tardent pas à se nouer entre les membres du clan et leur entourage. Il voulait aller chercher le meilleur, et puis pour la façon d'y parvenir, c'était toujours d'une façon détournée, machiavélique. C'était très croche ce qu'elle faisait, au risque même d'aller tuer, de faire tuer, pardon, quelqu'un. C'est épouvantable. Au début des années 80, l'expression « Québec Inc. » exprime la montée vertigineuse de l'entrepreneurship québécois. Alors que l'individualisme et la combativité sont des valeurs à la mode, plus de 1 400 000 téléspectateurs se passionnent pour l'or du temps et ses jeux de pouvoir. Dans les années 80, Ronald Reagan est au pouvoir. Les idées néolibérales se propagent en traînées de poudre, mais aussi la crainte des ambitions démesurées, dévorantes. Dans ce contexte, J.R. Ewing de Dallas va apparaître. Ce spécialiste des jeux sales, du déchirement des familles, de l'écrasement des êtres fragiles et de l'escroquerie. Dans cette foulée, on va reproduire ici toutes sortes de personnages diaboliques, dont particulièrement la bitch dans l'or du temps, qui vont réveiller nos craintes et nos soupçons à l'égard des arrivistes et de la jeune bourgeoisie. Elle était, mais bitch. C'était une bitch de premier ordre. C'était une transformation carrément. Hein. Quand j'entrais, j'étais moi, et puis là, en une heure, on me transformait en Jackie, là. Et effectivement, quand je sortais de la chaise du coiffeur, de la maquilleuse, là, I was a bitch. Il est tout à fait normal que tu sois mouillé. Mais non, écoute, non, mais ça, t'as raison. Mais Bobinette, écoute. C'est ainsi que Christine Lamère, notre bobinette nationale, se retrouve dans la peau de Jackie Lévy, la méchante de l'or du temps et la première bitch de notre télévision. Bobinette était coquine, espiègle, jouait des tours. Alors Jackie Lévy était plutôt genre joueuse de tours également, coquine, mais un peu beaucoup méchante. J'ai quelque chose pour toi. Alors finalement, j'avais dit à ceux qui me connaissent, écoutez, là, je m'embarque dans un rôle de méchante, de bitch. Si j'y arrive, si un jour vous me dites « Hey, t'es assez méchante là-dedans », là, j'aurais réussi. Mais c'est arrivé assez vite. et le truc là-dedans, c'est que j'ai rigolé, j'ai pris le personnage vraiment de front, mais j'ai eu du plaisir à le jouer, à l'interpréter. Sophie, ne te mêle pas de ma vie privée. Avoue-le donc, tu la considères comme ça, Jackie Lévy, comme une putain! Sophie, je ne te permets pas de... Papa! À la mort de leur père, Sophie et Charles se disputent l'entreprise familiale. Mais Jackie Lévy n'a pas l'intention de leur laisser le champ libre. Les gens disaient « vous êtes méchante là-dedans ». Mais il y avait une espèce d'intérêt aussi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va nous sortir dans le prochain épisode? En 1987, Jackie Lévy affronte une redoutable concurrente, alors que le tout nouveau réseau 4 saisons présente La Maison des Chaînes, un feuilleton quotidien qui met également en scène une bitch qui n'a pas froid aux yeux. Oui, une femme cruelle qui était un ancien mannequin et qui était très exagérée et qui revendiquait toujours certaines choses à son mari, avec lequel elle n'était plus d'ailleurs. C'était avec Léo Ilial. Incarnée par André Lachapelle, la très glamour et intrigante Françoise Benex Deschênes met tout en œuvre pour détruire son ex-mari Guillaume Deschênes, le fondateur d'une maison de haute couture internationale. Vengeance, chantage, menace. Pendant 2 ans, André Lachapelle prendra elle aussi plaisir à nous en mettre plein la vue. Et j'avais un plaisir fou à jouer ce personnage. Je me suis amusée de me faire. En 1993, après 8 ans, l'or du temps quitte à son tour le petit écran. Les téléspectateurs abonnés à Vidéoway ont alors le choix entre 3 fins différentes. Les règlements de compte, la force du mal et le poids de la revanche. Avec
Jackie Lévy et ses acolytes, on peut s'attendre à tout. Lorsque je lisais les textes qui arrivaient, à chaque fois, je me disais « Oh, mais c'est pas possible ce qu'elle va faire. C'est pas possible ce qu'elle va dire. » Mais je pense que dans la vie, il y a des gens qui existent comme ça. Là, c'est vraiment la dernière fois que je viens te chercher, hein? OK, je le sais. T'as pas choisi le métier le plus facile, mais je te l'avais dit. Avec une Honda Civic, ça te serait peut-être pas arrivé. Regarde, carrosserie monocoque, poutrelle d'acier, 5 étoiles au test de collision frontale. Ça, c'est une voiture sécuritaire. Sécuritaire. Ça te rentre-tu dans la tête, ça? La Civic 2002, un modèle de sécurité signé Honda. Présente une brillante idée. Ce nouveau blanchissant a double action, car en plus d'aider à éliminer les taches au brossage régulier, il ajoute une couche protectrice qui aide à repousser les nouvelles taches. Pour un sourire frais et brillant, le nouveau blanchissant à double action de Crest. Une semaine au paradis. Ça sent bon. C'est fleuri comme une jupe d'été. Comme la fraîcheur de Downy Fraîcheur Tropicale, avec son parfum exotique qui ramène un petit paradis chez vous. Downy Fraîcheur Tropicale, maintenant aussi en grand format de 50 brassées. Quand la révolution financière a-t-elle débuté? N'était-ce pas hier que tout a commencé à changer? Nous avons été bâtis pour cette révolution. Aujourd'hui, nous sommes une des plus importantes entreprises de services financiers de la planète, active dans plus de 60 pays. Vous voulez gérer votre argent d'une façon qui convient à la nouvelle réalité? Retenez bien notre nom, ING. Une révélation, des jeunes femmes du Québec et du Canada vont travailler comme hôtesses dans des clubs privés pour hommes très riches du Japon. Ne manquez pas Filière-T, dimanche, 21h. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que les résultats de vos tests et le pronostic, c'est pas ce qu'on espérait. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle? Regardez-moi ce dossier. Tout ça, ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. Pour mieux gérer vos achats de fournitures de bureau, communiquez avec Grand Toy. Cet automne, il dit être un visiteur d'une autre planète. Capax. Découvrez un être étrange. Vous avez un agencement tout à fait délicieux aujourd'hui. Qui vous étonnera. Et alors, de quelle façon tout cela fonctionne? Et changera votre façon de voir le monde. Comment pourriez-vous savoir cela? Peut-être que c'est un être de la planète Capax. Kevin Spacey, Jeff Bridges. Juste pour vos fruits, ça valait bien le déplacement. Capax. Vous devrez vous tenir prêt à tout. Présentement à l'affiche. En 1986, Radio-Canada arrive avec Lancez compte, un téléroman et une histoire de gagnants comme on n'en avait encore jamais vu. Il n'y en avait pas eu beaucoup de séries qui montraient des Canadiens ou des Québécois qui veulent gagner, qui sont prêts à tout et qui sont excellents dans ce qu'ils font. Ça, c'était nouveau. Moi, je suis pas une fan de hockey, mais je me souviens quand les premières fois je suis allé voir les montages de Lancez compte, de la première série, j'étais ému aux larmes. Lancez compte raconte l'ascension fulgurante de Pierre Lambert, un jeune livreur de chips de Trois-Rivières qui va devenir en quelques mois l'étoile montante et le champion consacré de l'équipe de hockey nationale. Ouais, ben mon Denis, c'est ici que ça commence. Dès les premières émissions, le héros imaginé par le journaliste sportif Régent Tremblay gagne le cœur du public. Oh, moi je vais être Marc Gagnon! Tu as un qui aurait du tape? Merci. On vaudrait ça. On manquera pas de tape cette année. Pierre Lambert, le Québec l'a adopté tout de suite comme une espèce de grand héros. Mais en réalité, c'était un petit gars de 20 ans qui voulait gagner à tout prix, puis qui avait du chien dans le corps,
qui était prêt à prendre des détours qui n'étaient pas toujours catholiques. Régent, il y a eu l'idée de génie d'écrire sur le hockey quelque chose qui était très près de ce qu'on est comme société. Et il y avait une très, très bonne histoire. Pierre Lambert, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était mon premier personnage vraiment de fiction comme auteur. Hein. Or, à l'époque, j'avais l'âge de Marc Gagnon. J'avais l'âge de Yvan Ponton. J'avais, mettons, à peu près 40 ans. Et j'essayais de me souvenir comment on peut être fou à 20 ans. Et le temps et le passé, ça arrondit les angles un peu. Hein. Et c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile de donner à Pierre Lambert. La générosité, la folie, l'absence de doute qu'on peut avoir à 20 ans. Hein. Et la passion furieuse de dire « je vais compter des buts, je vais être mieux que Guy Lafleur ». Go, go, go! Karl Marotte dans le rôle de Pierre Lambert, Marina Orsini dans celui de sa sœur Suzy, Marc Messier en Marc Gagnon, Yvan Ponton dans le rôle de l'entraîneur Jacques Mercier, Denis Bouchard en Lulu, le journaliste du matin, ou Jean Deschênes dans le rôle de celui qu'on surnomme le curé, tous les comédiens de Lanse et Compte donnent, comme on dit, leur 100%. On était très impliqués dans ce projet-là parce que on a senti très, très tôt que c'est quelque chose qui était important. On ne sait pas comment expliquer ça. On a tous travaillé sur des projets qui nous ont donné ce sentiment-là, mais on se rendait compte que c'était important. Et là, j'ai rencontré Régent Tremblay en disant à quelques reprises, puis Régent m'avait amené sur la passerelle des expos, parce qu'on était l'été. Et là, j'avais passé un certain temps avec les journalistes l'été, puis j'avais suivi tout le camp d'entraînement du Canadien et des Nordiques. Avec ses personnages de gagnants, ses intrigues multiples et son rythme endiablé, Lanse et Compte révolutionne l'imaginaire de nos téléromans, mais également le genre lui-même. On parle alors de télésérie pour distinguer Lanse et Compte du téléroman traditionnel. Le téléroman prend plus de temps, appuie plus sur les sentiments des gens. Et les gens parlent beaucoup plus de leurs émotions. Tandis que dans une mini-série ou une série type Lanse et Compte, c'est beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup d'action. Et puis comme il y a des extérieurs, ben, ça appelle un autre type d'écriture, un autre type de scénarisation. Tourné simultanément en français et en anglais, Lanse et Compte bénéficie d'un budget de plus d'1 demi-million de dollars par émission, 5 fois plus qu'un téléroman traditionnel. Plus d'argent veut dire plus de comédiens, plus de scènes tournées à l'extérieur et surtout plus d'action. La série marque ainsi l'avènement des superproductions beaucoup plus proches du cinéma que des feuilletons de cuisine du temps jadis. Aussi pour Lanse et Compte 1, le producteur Claude Héroux n'hésite pas à faire appel au réalisateur de cinéma Jean-Claude Laure. Au départ, il fait son speech de remerciement parce que Pierre Lambert a compté une coupe de buts. Gary Bennett a été hot aussi. Donc, tout de suite après son speech, c'est Pierre Lambert et Gary Bennett qui rentrent. Des félicitations de vous autres. Et ensuite, le coach rentre. Il va vous dire qu'il n'a pas aimé votre game. L'écriture de Pierre Lambert doit beaucoup, dans un sens, à Jean-Claude Laure. Parce que, moi, personnellement, c'est drôle, hein, c'est Marc Gagnon qui m'aurait fait le plus habité, m'aurait fait le plus vibrer, parce que Marc Gagnon vivait une grande passion. Mais je me faisais rappeler à Laure de dire, on faut que la série soit habitée, vécue à travers les yeux d'un gars de 20 ans qui veut être un gagnant, qui veut être un champion, qui veut être un grand, qui est un ambitieux. Avec plus de 3 millions de téléspectateurs, Lanse et Compte fracasse alors tous les records d'écoute de l'histoire de la télévision. Le jeudi soir, les habitants de la capitale boudent même le Colisée pour voir le beau Pierre Lambert jouer avec le National de Québec.
Le succès de Lancer Compte, c'est de voir des joueurs de hockey. On se reconnaissait dans les joueurs de hockey. C'est notre inconscient collectif qui passait là-dedans, je pense, avant tout. C'est pour ça qu'on a tant aimé Lancer Compte. C'était une des premières séries qui était tournée en film sur un sujet que tout le monde, auquel tout le monde pouvait s'identifier, le hockey. On l'a vu avec le décès de M. Richard, comment c'était important et comment c'est imbriqué dans la culture populaire, les héros qui viennent du hockey. Et voilà le point, le 325e but de la carrière de Richard. C'est le fait qu'on se reconnaissait, on se retrouvait dans tous ces gens-là. Alors que Lancer Compte 1 s'achève avec le but compté par Pierre Lambert en supplémentaire au cours du 7e match de la finale de la Coupe Stanley, tout le Québec a le sentiment de remporter la victoire avec le national. Lancer Compte, pour moi, ça a représenté quelque chose de... C'est un espèce, comment je pourrais dire ça? C'est la réalisation, j'ai réalisé à ce moment-là comme acteur, que le travail qu'on pouvait faire comme ça dans l'intimité d'un plateau de tournage avait des effets insoupçonnés sur les gens qui allaient visionner plus tard. Alors, ça m'a aidé beaucoup à découvrir une dimension sociologique réelle au travail de l'acteur. Et ça, chapeau à Tremblay, puis à Jean-Claude Lard, puis à Héroux qui a produit tout ça. Mesdames, Messieurs, le National de Québec. Le 9 décembre 1986, lors d'un match des Nordiques, toute l'équipe de Lancer Compte fait une entrée remarquée sous les encouragements des amateurs de hockey réunis au Colisée de Québec. Cet événement promotionnel vise à marquer la 2e saison de Lancer Compte. Dans Lancer Compte 2, diffusé en janvier 1988, les téléspectateurs sont successivement transportés en France, en Suisse et en Russie, alors que Pierre Lambert et ses coéquipiers partent à la conquête de la Coupe du Monde. Puis arrive Lancer Compte 3. Régent Tremblay n'hésite pas à voir encore plus grand. Or, j'ai un esprit, c'est un défaut en fait, je pense à certains côtés. J'aime ça la compétition. J'aime ça lutter pour les codes d'écoute. J'aime ça me battre pour avoir un scoop. J'aime ça être le premier sur un événement. Pierre Lambert. Cette fois, Pierre Lambert patine dans les ligues majeures de la haute finance, alors qu'il se bat pour garder le national à Québec. Encore une fois, il gagne. Le national de Québec va rester à Québec. Succès, richesse, gloire. Lancer Compte célèbre enfin la réussite personnelle sans honte et sans retenue. Lancer Compte, c'était des milieux plus sophistiqués que les milieux ruraux qu'on avait vus auparavant. Donc, on était dans un milieu qu'on ne connaissait pas. C'est un autre monde. Lancer Compte apparaît dans la foulée euphorique du Québec Inc., où on croit que tout peut se vendre, tout peut s'acheter. Mais la série apparaît aussi dans une période très particulière. Quelques années seulement après le référendum de 1980, qui a créé un vaste désarroi qui a fait mal à tout le monde. On s'est consolé un temps avec une vision très traditionnelle de nous-mêmes grâce au temps d'une paix. Mais il fallait passer à autre chose. Et subitement, on s'est débarrassé de cette dépression post-référendaire. On va la jouer la game. Go, go, go. En terminant, les 2 millions et quelques spectateurs de la 2e émission la plus regardée à la télévision francophone au pays vont pouvoir se... De nombreux produits dérivés, albums souvenirs, cassettes, romans publiés aux éditions La Presse témoignent de l'énorme popularité de la série. Ultramar, son principal commanditaire, parvient même à augmenter sa part de marché de 5% au Québec en 1987. Bref, Lancer Compte est un success story sur toute la ligne. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à l'Ultra Quiz Lancer Compte. Et c'était une des premières choses que je faisais pour la télé, qui avait de l'impact. Autant, on se faisait arrêter partout. Alors que Lancer Compte est vendu dans tous les pays d'Amérique du Sud, en France, en Finlande, en Suisse, en Italie et dans plusieurs autres pays d'Europe, plus que jamais, la réalité du succès rejoint la fiction.
En octobre 1990, les fans de Lancer Compte retrouvent leur héros dans 6 téléfilms de 90 minutes. Mais cette fois, la partie se joue à TVA. C'est toujours en soi que tu vas chercher la sensibilité, la compréhension, la capacité d'explosion d'un personnage. Mais en même temps, ça peut pas être soi, parce que sinon, ça serait toujours le même personnage. Puis là, tu me dis, tu ferais mourir, tu écrirais le même télésérie, le même téléroman, le même roman le restant de tes jours. Donc, c'est toi, mais ça faut pas que ce soit toi. 15 ans après leur création, Régent Tremblay a repris ses personnages. Dès janvier 2002, Karl Marotte, devenu agent de joueur, sera en effet de retour sur la glace du petit écran dans Lancer Compte Nouvelle Génération. Bref, la game continue. Quand j'écris une télésérie, j'aime ça être là pour dire, bon, ben écoute, on va essayer de brasser le Québec encore un peu. On réussit des fois on réussit moins, mais ce qui est le fun, c'est d'essayer. Vélo de montagne? Kayak? Peu importe, vous trouverez le véhicule qu'il vous faut pendant la vente étoile Subaru. La luxueuse Legacy, l'indomptable Outback ou la polyvalente Forester, toute munie de la traction intégrale à prise constante. Le problème n'est pas de vous rendre où vous voulez, c'est de choisir votre destination. Passez voir nos étoiles dès aujourd'hui pendant la vente étoile Subaru. C'est une sensation. C'est comme une émotion. Comme quand tu t'installes dans ton premier appartement. Qu'on achète sa première voiture. En fait, c'est le sentiment qu'on éprouve quand on a l'impression que... Les journées sont trop courtes, que tout est possible. Puis un bon matin, tu te réveilles puis tu te rends compte, hey, c'est ma vie. À moi, je peux faire ce que je veux. Ça, j'aime ça. Vous pouvez y arriver avec les nouvelles obligations d'épargne du Canada. Un mode d'épargne garanti à 100%. Un message du gouvernement du Canada. Les solutions pour lentilles cornéennes ont bien évolué, mais il faut encore frotter les lentilles. Aujourd'hui, Optifree propose une solution si avancée qu'elle frotte pour vous. Adoptez la solution Express sans friction, l'avenir de l'entretien des lentilles. Si tu aimes le poisson, frappe des mains. Si tu aimes le poisson, crie oula, oula. Si tu aimes le poisson, si tu aimes le poisson. Les sections de vos conduits supérieurs ont une influence. Pour les symptômes du rhume, tels que la toux et l'obstruction nasale, les médecins recommandent la formule Benylin. Benylin, recommandé pour les rhumes. Après un rhume, les nouvelles pastilles Énergie Plus peuvent t'aider à soulager la fatigue. J'ai commencé ma carrière en même temps que ma vie de famille. Ça fait que je cours depuis 20 ans sans toujours savoir où je m'en vais. Heureusement, sur le plan de mes finances, mon conseiller de la Banque nationale a toujours su m'aider à faire les bons choix. Et je suis pas tout seul à en profiter. Pour asseoir vos affaires bancaires sur du solide, parlez à votre conseiller. Vous serez plus à l'aise. Banque nationale. J'aimerais donc avoir une expérience organique. Tu n'en as jamais eu? J'adore Herbalessence, mais il me faut une revitalisation intense. Tiens, à présent, ce sera ton meilleur ami. Un autre type d'Herbalessence. Voici le nouveau et crémeux Intensive Blends d'Herbalessence. Il améliore l'état des cheveux jusqu'à 85%. C'est sa première fois. Le nouveau Intensive Blends d'Herbalessence. Ça dit de répéter. Si tu aimes le poisson, frappe des mains. Si tu aimes le poisson, crie oula, oula. Si tu aimes le poisson, si tu aimes le poisson. À l'automne 1989, Radio-Canada ouvre sa saison avec L'Or et le papier. Cette coproduction franco-québécoise raconte l'expansion des papiers La Source, une entreprise québécoise qui part à l'assaut du marché européen. Ça, c'est ambitieux dans un domaine précis, dans un domaine des affaires, de la haute finance et tout ça. Pour un acteur, quand il se fait appeler, tu lis un scénario, tu lis une bible de téléroman, puis tu dis « Ah, ça, c'est un personnage. » Là, tu jouis là d'avance. Bon, disons que Port-Sablon, c'est réglé. C'est tout.
Québec. Parfait. Tu vas appeler André Roberge, dis-lui descendre à l'aéroport de Mirabel. On part demain tous les deux pour la France. Dès les premiers épisodes, Raymond Laflamme, le grand patron des papiers La Source, met la main sur une cartonnerie en faillite dans le petit village français de Villars-sur-Fière. Incarné par Raymond Bouchard, Raymond Laflamme est un entrepreneur habile et audacieux, mais un peu carré sur les bords. Raymond Laflamme était un gars... Moi, dans la vie, je crois être oui, je suis d'ailleurs, un gars qui... j'aime pas le taponnage, j'aime pas les affaires il faut que ça marche. Et Raymond Laflamme, c'est exactement ça. Pas de gros rapports à lire. Dis-moi, fais-moi 2-3 pages, je vais lire là-dessus. Bon, puis il décidait vite, juste, rapidement, et les choses, il faut que ça marche. À la fin des années 80, l'entrepreneurship est à l'avant-scène de l'actualité québécoise. Jamais le monde des affaires n'a eu une cote de popularité si élevée auprès de la population. Partout, on met en évidence les succès remportés par des compagnies québécoises sur les scènes locales, nationales et internationales. Et la première émission, nous avons récolté de cash 20 millions de dollars pour faire la nouvelle expansion. C'est une très, très belle transaction. Et on n'ira même pas à 10 fois les profits. Les frères Lemaire, propriétaires des papeteries Cascade, font alors partie de ces gens d'affaires qui stimulent notre fierté. Aussi, le concepteur de la série Guy Fournier, entouré d'un pool d'auteurs québécois et français, n'hésite pas à s'inspirer de leur histoire pour tisser celle des Laflamme. C'était à l'exemple de Cascade, on sait ça. Alors, mais Guy a voulu prendre une distance quand même pour pas qu'il y ait des choses de la vie quotidienne qui ressemblent à toute l'histoire des Lemaire. Mais la philosophie de la compagnie qu'on représentait était celle de Cascade. Co-produite, co-scénarisée et co-réalisée avec FR3, la série qui a coûté environ 10 millions de dollars a été réalisée moitié en France, moitié au Québec. Le réalisateur Jean Baudin signe alors les épisodes du volet québécois. Et Jean Baudin avait tourné les 13 premiers, qui sont parmi les meilleurs, je crois. Après ça, c'était correct, mais je veux dire, les 13 premiers de Jean ont été vraiment quelque chose. Et il m'avait dit... Raymond Laflamme va toujours être winner, va toujours être un gagnant. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Vous en prie. Faites comme si j'y étais pas. Nous étions en train d'échanger quelques idées au sujet d'une nouvelle stratégie de vente. Est-ce qu'il y avait quelque chose de personnel dans votre discussion? Absolument pas, non. Hein? Alors, pourquoi garder la porte fermée? L'or et le papier. C'est beaucoup plus dans la formule téléroman. Il n'y avait presque pas d'extérieur. Et puis là, on parlait beaucoup plus de ses émotions et tout ça. C'était un peu transition entre les deux, entre le téléroman classique enfermé dans ses décors de studio et la série genre Lance et Compte ou les autres qui ont suivi après. Plaisir. On a joué à tous les jours d'aller tourner ça. C'est tellement des belles scènes, des répliques punch décrites c'était formidable. Les portes closes, mon cher Alain, font 100 fois plus de bruit que les portes ouvertes. Viens me tenir ça, toi. Mais Raymond Laflamme devra franchir bien des obstacles avant de réussir sa conquête des papeteries françaises. Il faut dire que les méthodes et les manières de ce self-made man ne sont pas toujours bien accueillies. Comme ici à Villars, par exemple. Faudra changer vos méthodes, mon cher Alain. Faudra les changer coûte que coûte. Viens-t'en, toi, amène la porte. Laflamme, c'est un gars de bonne humeur. Par contre, il était assez intransigeant. Il était pas très raffiné, disons. Je suis pas nécessairement le plus raffiné des hommes, mais disons qu'il y a beaucoup de choses que lui disait aux gens que moi je dirais pas parce que je fonctionne pas comme lui fonctionnait. Il était assez bête des fois et assez irrévérencieux. Il n'y avait pas de manière, mais il était très efficace. Arrête de me casser les oreilles. Retrousse-toi les manches, cache-toi dans les mains puis travaille. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Une crise de nerfs. La prochaine fois que tu me rapproches le deal Newman, tu prends la porte. C'est clair, ça? La conquête de la Coupe du Monde dans l'an 50 tenait beaucoup plus de la fantaisie et du fantasme que de la réalité. Mais avec l'or et le papier, ça devient vrai. On se lance vraiment à la conquête économique du monde. On se confronte alors aux vrais enjeux internationaux. Fini cette mentalité du porteur d'eau.
Un sens de l'entreprise spécifiquement québécois va alors apparaître, calqué sur celui des Beaucerons et sur celui de centaines de Québécois prêts à se lancer en affaires avec confiance et détermination. À l'automne 1992, l'or et le papier revient en force avec 13 nouveaux épisodes. Papier La Source est désormais une florissante multinationale valant plusieurs milliards de dollars. Il y aurait eu à peu près, tu vois, sinon, bon, peut-être 40, 50 émissions, des heures de l'or et de papier. Donc, le personnage a le temps d'évoluer. Mais c'est tellement formidable, ces équipes de tournage. Quand on retrouve nos personnages, on se connaît tous, finalement. On habite nos personnages, on arrive sur le plateau. Ça va vite, hein? Après 1 an, 2 ans, 3 ans, les gens connaissent comment réagissent leurs personnages et on s'amuse dans les scènes à jouer. T'as décidé de vendre des pâtes et papiers. Si t'avais été là ce matin, je t'aurais prévenu. Es-tu devenu fou? Raymond Laflamme, qui veut désormais conquérir le monde, n'hésite pas à se lancer dans un domaine dont il ignore tout, les télécommunications. L'entreprise frise bientôt la faillite. Mais menacé de tout perdre, Raymond Laflamme va bien vite se relever grâce à sa famille et à son entourage. Je suis encore convaincu. J'ai rencontré des hommes d'affaires après qui avaient beaucoup aimé cette émission, puisque Raymond Laflamme était un... Mais oui, il y avait eu un down aussi à un moment donné, une grosse période noire. Et les petites entreprises, les petits entrepreneurs sont identifiés à Raymond Laflamme. Ils aimaient beaucoup le personnage. J'en avais rencontré qui m'ont payé un verre un soir. Ils étaient très déçus de s'apercevoir que moi, dans la vie, j'avais... Tu sais, je veux dire, je connaissais rien là-dedans. Je connais rien en finance, puis j'apprenais mes lignes par cœur dans l'oreille de papier, dans les conseils d'administration. On parlait d'action, d'affaires comme ça. J'étais du chinois, bon, moi. J'apprenais ça par cœur, là, pour être sûr de dire la bonne affaire. Durant les années récentes, l'ambition a pris une nouvelle allure, un nouveau visage, moins marqué par le désir de réussite économique que par un désir acharné de justice. Ambition de faire reconnaître la mémoire de son père et de son pays par Marguerite Volant. Ambition d'une information pertinente et objective par Stéphanie Rousseau et Michel Gagné dans Scoop. Ambition d'un respect intégral de la loi avec Gauthier et Gagnon dans Omerta. De nouveaux défis, de nouveaux enjeux, de nouvelles ambitions, quand l'héroïsme cède la place au bon sens. Les Québécois ont acquis une indéniable confiance en eux. On ne cherche plus à faire sa place, mais plutôt à défendre ce qu'on a. Dans tous les secteurs de la société, comme dans le monde du hockey, l'ambition s'accompagne désormais de préoccupations plus terre à terre. Où ça a changé, puis ça, je suis obligé d'en tenir compte dans mon écriture, c'est qu'une recrue, en 1985, ce qu'il voulait, c'était jouer. Il s'émerveillait de jouer, puis ce qui était génial, c'était de gagner, puis de faire avec trip avec la bande de joueurs. Quand j'ai écrit Lancer contre la nouvelle génération, 15 ans après, ma petite recrue, là, qui s'appelle Danny Bouchard, elle gagne 2 millions par année, moins 1,5 million. Là, il est pogné avec une grosse maison à Québec. Il n'est pas sûr de la valeur de rachat. Son père veut qu'il achète un building. Son agent veut y faire. Et là, je dis, tu te retrouves avec un petit gars de 21 ans qui a un contrat, mettons, de 2-3 ans, qui fait 3 ou 4 millions. Donc, il y a des préoccupations là, complètement différentes. Mais moi, là, quand j'écris une série sur le hockey contemporain qui va être diffusée en 2002, je dois tenir compte de cette nouvelle réalité-là. Dans les émissions de Miarides, il y avait toujours des ambitieux. Vous aviez des cultivateurs et des gens comme ça qui étaient extrêmement ambitieux et qui avaient le désir d'arriver et puis qui inculquaient cette théorie-là ou cette valeur-là à leurs enfants. Donc, il y en avait là aussi des désirs d'ambition. J'ai beaucoup aimé Jackie. C'était pas une caricature. Au contraire, c'est une femme qui existe. Le Québec, c'est petit, puis tu te tapes la tête sur le plafond bien vite. Donc, il faut que tu défonces ton propre plafond. Les joueurs de hockey, eux autres, sont très, très, très gagnants. Et, bon, tout est en fonction de la victoire. Mais quelle série, l'oreille de papier. Là, j'ai joué, après ça, j'ai joué beaucoup de rôles de boss, des directeurs d'entreprise. Depuis 50 ans, le Québec a progressé à pas de géant en compagnie du capitaine Aubert, de Monsieur de Vézin, de Mariette et son mari Guy Berger, de Philippe Debré, de Guillaume Deschênes et sa méchante ex-femme Françoise Benex, de Pierre Lambert,
de Raymond Laflamme et sa fille Sophie. D'autres ambitieux comme Jean-Marie Froment de Grand Remous, Émile Rousseau de Scoop ou Jérémy Martin de Sous le signe du lion témoignent également de notre goût de réussir. Tous ces personnages sont bien sûr fictifs, mais la fierté qu'ils nous ont transmise, elle, est bien réelle.